Yeah. Yeah. Tac, et voilà. Allez, 3, 2, 1. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on va pouvoir parler avec une connaissance de l'un des cofondateurs de ce podcast qui va bientôt nous en dire un petit peu plus. Juste pour vous redonner du contexte, le podcast a été fondé, a été initié, commencé, construit from scratch avec Olivier de Scooter en novembre 2020. Depuis, Olivier a vogué vers d'autres projets, notamment agrandir la famille, notamment avoir un deuxième bébé qui s'appelle une entreprise. Et moi, je continue à produire ce podcast Devenir triathlète. Et aujourd'hui, on échange avec l'un des amis du frère d'Olivier qui s'appelle Fritz Jacques. Salut Fritz. Salut Hermano, merci beaucoup de m'inviter sur le podcast. Je suis très rajoui d'être là. Et oui, je suis un pote de Alex de Scooter, frère de Olivier. J'étais à la même école, à l'école européenne de Bruxelles. Je suis d'origine allemande, mais j'ai fait la plupart de mon école à Bruxelles. Et là, je vis en Espagne, à Barcelone. Ouais, waouh. Comment dire, un citoyen du monde, un peu comme moi. Ouais, un globe-trotter, citoyen du monde, européen. Après, quand les gens ils demandent d'où je viens, c'est toujours un peu une longue explication. Oui, je suis allemand, mais de Bruxelles, et puis les gens ils pichent pas toujours. Mais avec le temps, ça marche. Ouais, sprechen Sie Deutsch aussi bien que tu parles français? Ja, ich kann auch Deutsch. Wir können auch Deutsch reden. Ich glaube, du hast in Luxemburg gelebt, oder? Oui, c'est ça. Mais moi, ça s'arrête là, hein. J'ai à peu près compris ce que tu voulais dire. Mais franchement, à part le Sprechen Sie Deutsch, je m'arrête là. Mais en tout cas, euh, français, belge, allemand, espagnol aussi, vu que tu es à Barcelone. Et espagnol aussi, et je suis en train d'apprendre le catalan aussi. Waouh. Et puis, on y reviendra dans le cours de cet échange, mais tu reviens aussi de l'étranger, pas en Europe cette fois-ci. Donc, j'imagine que là-bas, tu as dû être confronté à quelques langues, quelques cultures aussi. Oui, certes. Alors, je reviens du Népal. J'ai passé 3 mois et demi au Népal. Euh, le népalais ou le hindi, ça me donne pas encore trop. J'arrive pas trop à en parler. Je connais peut-être quelques mots comme merci, bonjour, un, deux, trois, et puis ça s'arrête là. Euh, mais oui, je reviens juste il y a 3 semaines euh, du Népal, donc je suis encore un peu dans toute la transition retour à la civilisation européenne. Ouais, bon, en même temps, tu dois parler autant hindi ou népalais que moi, je parle allemand. Donc, écoute, on va rester sur le français pour aujourd'hui, si ça te va bien. Mhm. Pas de Euh, problème. Tu disais, tu reviens du Népal. Je disais aussi, tu es une connaissance d'Alex de Scooter, le frère d'Olivier. On n'avait pas enregistré avec Alex. Moi, je l'avais croisé à un moment sur un événement, si je ne m'abuse, où on était aussi avec Olivier. Mais par contre, on avait enregistré avec Xavier de Scooter, leur papa, qui Mhm. lui aussi a un petit penchant pour le Népal. Je crois me souvenir qu'il a fait une fois le tour du Népal en vélo en solo, et puis une deuxième fois justement avec Alex, quand Alex à l'époque avait 16 ans. Est-ce que tu suivais leurs traces ou est-ce que tu suivais autre chose au Népal lors de ton dernier voyage? Je suivais autre chose. Euh, Enfin, j'ai peut-être pris 2, 3 pas dans leurs traces au début. J'ai fait 2 semaines de trekking dans l'Himalaya, dans le circuit d'Annapurna. Euh, mais je suis principalement allé au Népal pour une retraite de méditation longue. Donc, ça fait presque 10 ans que je pratique de la méditation. J'ai fait plusieurs retraites de Vipassana de 10 jours euh, en Europe, aussi aux États-Unis. J'en ai fait une de 2 semaines. Mais là, je voulais faire une plus longue. Euh, et ce centre au Népal, ils sont assez ouverts, ils sont assez flexibles. C'est possible de faire des retraites de plusieurs mois là-bas. Donc, j'ai passé 3 mois
dans ce centre de méditation au Népal. Ok. Bah, écoute, on va essayer d'y revenir dans le courant de l'épisode. J'aimerais bien savoir ce que t'apporte la méditation, ce que t'apporte les retraites de méditation, ce qu'on y fait. Si tu as le droit d'en parler, j'imagine pas que ce soit tabou. Mhm. Mais peut-être déjà, avant d'aborder tous ces sujets-là, au-delà du fait que tu sois allemand, que tu aies grandi et étudié à Bruxelles, que maintenant tu vives en Espagne et que tu rentres d'un trip au Népal, est-ce que tu pourrais te présenter, Fritz, et plus avec l'angle sportif? D'accord. Donc, j'ai 30 ans euh, et comme je disais, ça fait presque 10 ans que je pratique de la méditation. C'est une passion pour moi. Mais le sport, j'en pratiquais aussi toujours depuis que j'ai 14 ans. Je joue au hockey, même plus tôt déjà. Euh, et j'aimais toujours aller courir. J'ai aussi joué au hockey sur glace. Euh, mais le triathlon, c'est quelque chose de assez récent, entre guillemets. Donc, ça fait que 3 ans que je me suis lancé dans le triathlon. Et j'ai commencé avec un sprint. J'avais des amis qui en faisaient déjà un petit peu, qui voulaient faire un sprint ensemble. Puis je me suis dit, bah, pourquoi pas? Ils voulaient en faire un en Espagne, en Catalogne, c'était à côté de chez moi. Moi, en ce moment-là, je faisais que un peu de vélo avec mon vélo des années 80 qui pesait une tonne, qui a les freins sur les côtés et les vitesses encore Sur le au cadre. milieu, en bas. Ouais. Donc, j'avais que ce vélo-là. Je courais parfois et puis nager, je te raconte même pas. Je savais à peine nager. Euh, pour moi, l'idée de passer 750 mètres en crawl, c'était incompréhensible. Je me suis dit, ben, comment est-ce que je peux rester faire de la crawl aussi longtemps? Pour moi, c'était impossible. Mais bon, ils ont pris les billets. J'ai commencé un peu à m'entraîner. J'ai commencé à nager un peu plus. Il y avait un petit peu de progrès lentement, mais très très lentement. Et puis le jour du triathlon, j'ai dû me louer un vélo. Euh, et malheureusement, il y avait beaucoup trop de vent. Ils ont dû annuler le lot. Donc, il y avait un peu plus de nage, 1000 mètres de nage. Et puis le run après, 5 kilomètres. Et la nage, je pense qu'après la moitié, j'ai dû passer en brasse parce que j'étais trop fatigué. Puis à la fin de la nage, pour la première fois, il y a mon pote qui m'a passé un gel. Donc, j'ai déjà cassé la règle d'or numéro un, ne pas essayer de nouvelles choses dans une compétition. J'ai pris mon premier gel jamais dans ma première compétition. J'ai presque vomi après la natation en mangeant le gel. Mais puis après, pour la course, ça s'est bien passé. Et je me suis senti super bien après. Euh, quand mes potes m'ont demandé après comment ça s'est passé, j'étais waouh, j'étais en extasie, c'était super, j'ai trop kiffé. Bon, enfin, la natation, pas trop, mais après courir et tout, c'était super bien. Ils ont vu mes résultats aussi. Et ouais, la natation, je veux même pas dire mon allure, mais la course, ça m'a très bien allé. Je pense que j'avais fini 10e sur je ne sais plus combien de participants. Euh, mais c'était même pas ça l'important, c'était que ça a un peu éveillé je ne sais pas, une faim ou une passion pour continuer tout ça. Euh, Puis j'ai continué à nager après, j'ai pris des cours de natation. Et une fois que j'ai compris la natation, une fois que je me suis senti plus à l'aise dans l'eau, j'ai aussi beaucoup plus kiffé la natation. Et tous les trois sports, surtout le cyclisme, se sont devenus des passions très très vite. Euh, Jusqu'à ce que quelques mois après, ou moins d'un an après, j'ai déjà réservé mon billet pour mon premier Ironman. Ah, waouh! Ouais, 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 ça s'est passé très vite.
Et pendant cette année-là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Comment tu t'entraînes? Comment tu progresses? Est-ce qu'il y a des doutes? Enfin, je t'ai tout balancé, d'un coup, mais, explique-nous cette année entre ton premier, même pas triathlon, mais plutôt aquathlon et ton premier Ironman. Alors oui, il y a beaucoup de choses, ce qui sont passées. Je pense qu'un facteur décisif pour moi, c'était, d'avoir joint un club de triathlon. Il y avait un petit club près de chez moi, j'arrêtais pas de courir à côté et un jour, je me suis dit: «Pourquoi pas, tenter?» Je devrais un peu améliorer ma natation, surtout dans les eaux ouvertes. Donc j'ai toqué à la porte, ils étaient très chaleureux, ils m'ont dit: «Oui, demain on a un entraînement, on fait une petite sortie de 90 kilomètres, à vélo». Moi avec mon ancien vélo toujours, 1980, je me suis dit: «Bon allez, pourquoi pas?» Hem et on a commencé à faire des sorties et je pense que pour moi, le fait de m'entraîner avec des gens, dans un club, heu, ça a beaucoup changé. On parlait beaucoup de triathlon, on parlait, bien sûr, des vélos, des équipements, des courses et ça a un peu éveillé, ma passion et de continuer, de faire plus, de m'y lancer. Donc ça a beaucoup changé et une deuxième chose aussi, quelques mois après ou quelques semaines après, qui a beaucoup changé pour moi, c'est le fait de m'avoir acheté un nouveau vélo et enfin avoir, un bon vélo de course rapide, léger et heu et après on a fait un avec le club, on a fait un petit tour, on a traversé les Pyrénées en vélo et pour moi ça aussi c'était une expérience incroyable. Mais tout ça nous dit pas comment se passe ton année. Donc tu découvres, tu commences à prendre du plaisir, tu commences à goûter, au triathlon vraiment, avec, l'ambiance, avec les copains du club, avec les sorties communes et cetera. Bon malgré tout, tout le monde se dit pas: «Allez, c'est bon, c'est cool, j'y vais, je fais mon premier Ironman». Même si tu fais une première sortie de 90 bornes avec une vieille enclume, même si, quelques mois après tu traverses les Pyrénées, enfin tu vois? Où est-ce que tu as eu ce déclic? Et puis surtout, comment est-ce que tu as construit ton entraînement pour arriver jusqu'à cette première date importante? Alors le déclic, je ne sais pas s'il y avait un moment précis qui a fait clic, mais je pense que tout le contexte dans lequel que je me trouvais, m'a un peu poussé dans cette direction. Donc juste avant d'avoir décidé, j'avais pris, j'ai commencé à prendre un an de congé de sabbatique de mon travail. Je travaillais en tant que consultant environnemental et ça fait déjà à ce moment-là, ça fait 4 ans que je travaillais, comme consultant. J'avais fait des formations en sciences naturelles, gestion des eaux, hem, mais après il y avait toujours quelque chose qui je ne sais pas, même si j'aimais bien, l'environnement, mon travail, enfin, c'était toujours un peu bof. Il il me manquait un peu une passion, il manquait quelque chose pour moi et je voulais me prendre un an de sabbatique pour un peu, me lancer plus, dans la méditation, heu, prendre des cours de professeur de méditation pour pouvoir au long terme enseigner. Donc au début de cette année sabbatique, heu, c'était aussi le moment où j'ai commencé à faire plus de sport, à faire, plus de ces sorties avec le club, à m'acheter un nouveau vélo et j'ai réalisé que en fait le sport, le triathlon, le sport d'endurance, c'est aussi une passion et en parlant avec des amis, ils m'ont dit que: «Ah oui, on va faire le Ironman de Barcelone en octobre». Et je me suis dit: «Ironman, en octobre? Waouh! Ça a l'air cool ça, un Ironman» et et je parlais avec eux, mais je parlais aussi avec mon coach. «Coach, mais combien de temps normalement il faut pour se préparer pour un Ironman?»
Je suis en train de flirter un peu avec l'idée. Je pense que maintenant, c'est une bonne période de ma vie. J'ai 1 an ou j'ai plusieurs mois de libre. Je travaille pas, j'ai plus de temps pour moi. Je pense que c'est maintenant ou jamais. Et il m'a dit, oui, ben, normalement, 6 mois, voire 1 an. Euh, et je lui ai répondu, mais l'Ironman de Barcelone, c'est déjà dans 3 4 mois. Est-ce que c'est possible de s'entraîner pour un Ironman dans 3 4 mois? Il m'a dit, bon, Fritz, euh, la semaine prochaine, on a une course, une sortie de vélo, pas une course, une sortie en vélo de 100K. Et après la course, après la sortie de vélo, essaye de faire une petite course à pied. Et si tu arrives à faire 10, peut-être même 15K après la sortie, on en reparle. Et je me suis dit, bon, ok. J'avais tout juste mon nouvel vélo. On a fait la sortie, tout s'est bien passé. Je suis revenu au club et j'ai commencé à courir tout seul. Et je courais, je courais, je courais. Tout d'un coup, je regarde ma montre, 10K, 12K, 14K. Et je suis là, bon, je dois revenir là, je commençais à revenir. Et et j'ai fait presque 20K, j'ai fait 19K, je pense, en retournant. Et à la fin, j'étais KO, mais je pense que c'était jusqu'au 15K où je me disais, je devrais retourner là, que j'étais assez bien. Et je me suis dit, waouh, ok, si je peux faire ça maintenant, dans 3 mois, je pourrais facilement faire un half, un moitié Ironman. Mais bon, à quoi ça sert de faire quelque chose que tu pourrais faire? Pourquoi pas viser à quelque chose qui semble impossible ou très difficile? Je pense que le challenge, c'était toujours quelque chose que je voulais. Donc, je me suis dit, bon, allez, j'y vais pour l'Ironman. Euh, Ironman de Barcelone, à ce moment-là, était déjà sold out. Donc, j'ai pris Ironman de Cascais au Portugal quelques semaines après. Et c'est là où on commençait mes 3 mois et demi, presque 4 mois d'entraînement pour le Ironman. Pendant ce début d'année sabbatique, à ce moment-là, tu t'entraînes combien de fois, combien de temps par semaine avant d'avoir, si ce n'est ce déclic, au moins ce test où tu vas rouler sans borne et puis après, tu vas courir 10, 15, 17, 18, 19 kilomètres. Avant ça, tu t'entraînais comment, combien de fois? Alors, je m'entraînais pas très, très souvent avant d'avoir commencé même de m'entraîner pour le sprint. Je courais un petit peu. Je faisais beaucoup de vélo, mais juste en ville pour aller au travail ou pour aller de A à B. Mais je faisais pas trop des sorties en vélo. J'allais un peu à la gym parfois. Euh, et quand j'ai décidé de faire le sprint, avant tout ça, enfin, je pense que je m'entraînais. J'allais courir peut-être 3 4 fois par semaine. Euh, Pas des très très longues sorties, euh, peut-être une demi-heure, 45 minutes. Euh, Puis aussi, quand j'ai commencé à nager, là aussi, j'ai pas fait grand-chose. En y pensant maintenant, vraiment, j'ai pas, surtout vélo et natation, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait des petites sorties tout seul. Je pensais que 10 km, c'était beaucoup en vélo. Euh, Mais je courais pas mal. Je pense que courir, je sais pas mal, mais après vélo et natation, vraiment pas beaucoup, 2 fois par semaine, peut-être des petits trucs. Euh, du coup, après de m'avoir décidé à faire l'Ironman, bien sûr, j'ai un peu augmenté le volume total. Et à ce moment-là, tu es retourné voir le coach et tu lui as dit, bon, écoute, maintenant, ça va être sérieux, tu vas m'entraîner et puis on va suivre un programme structuré. Je l'ai dit, maintenant c'est sérieux. J'ai pris mon billet. Je sais pas si c'est une folie ou si c'est la chose la plus intelligente ou la plus conne que j'ai fait dans ma vie.
Mais on n'avait pas trop un entraînement structuré. Dans le club, c'était plus, on faisait des sorties ensemble, on les nageait ensemble, mais ils nous donnaient pas trop des programmes structurés. Pour moi, mon programme, c'était ChatGPT, des vidéos sur YouTube, des blogs, des podcasts. Je me suis un peu entraîné à l'arrache tout seul. Euh, Maintenant, en y pensant, j'ai fait quand même pas mal de rookie mistakes que je ferai plus. Les erreurs de débutant, comme on dit en français. Exactement, exactement, exactement. Pas mal d'erreurs de débutant. Euh, mais je me suis entraîné beaucoup, beaucoup au feeling aussi. Et en y pensant, je pense que c'est un peu un couteau à double tranchant. Ça, entraîner au feeling, ça a des bonnes choses, mais parfois aussi, tu peux un peu te tromper. Mais je pense que pour moi, à ce moment-là, parce que je travaillais pas beaucoup, j'avais plus de temps libre, que je pouvais un peu décider mon horaire moi-même. Je pense que là, m'entraîner un peu au feeling, ça m'a aidé un petit peu, surtout au début. Là, bien sûr, je ne le ferai plus comme ça, mais je pense que en tant que débutant comme ça, surtout au début, euh, ça m'a un peu aidé. Ça m'a un peu aidé, oui. Et du coup, tu arrives sur cet Ironman. Est-ce que tu as les 3 derniers mois de prépa qui sont vraiment structurés avec ton coach ou tu t'es entraîné au feeling jusqu'à l'Ironman et peut-être même encore après? Je me suis plus ou moins entraîné au feeling. Mon feeling était surtout à la fin, euh, d'augmenter un peu le volume. Et c'était pour moi, c'est un peu, j'essaie d'augmenter les longues sorties. Euh, la vitesse, je travaillais même pas tellement à la vitesse en y pensant. Mais bon, après, moi, pour l'Ironman, le volume, c'est assez important, donc ça va. J'augmentais le volume, je faisais beaucoup de sorties plus longues, tout seul aussi. Euh, et je réalise maintenant, en faisant un peu, en regardant en arrière, je réalise qu'en fait, j'étais quelqu'un qui arrivait très bien à s'auto-réguler et à s'auto-motiver et à sortir tout seul, à faire des sorties indépendantes et passer beaucoup d'heures sur le vélo, dans la piscine ou faire des sessions back-to-back. C'était quelque chose que ça me venait assez, je sais pas si naturellement, mais j'y arrivais. Je sais pas comment ou pourquoi, mais passer des longues heures juste en faisant des trucs très monotones comme sur le vélo ou en train de courir, j'y arrivais. Je sais pas pourquoi. Enfin, Ouais, maintenant, j'ai des petits doutes. Je pense savoir pourquoi, mais à ce moment-là, je savais pas trop. ok. Garde-le dans un coin. Maintenant, tu commences à savoir pourquoi ou tu as des idées. Euh, Mhm. Je remarque que tu parles beaucoup justement au passé, c'est-à-dire à l'époque, j'ai fait des erreurs de débutant, à l'époque, j'ai fait des conneries, à l'époque, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, on reviendra aussi là-dessus. Juste avant, le tipping point, ça a été un petit peu ton Ironman, j'imagine. Comment se passe cet Ironman de Cascais? Euh, Super bien. Enfin, je pense que je me suis bien préparé. Euh, j'ai bien, je savais bien, j'avais une stratégie assez bonne de nourriture, de manger. Euh, je savais aussi que le temps, c'est pas trop grave, que je suis là pour m'amuser. Je Mhm. pense que pour moi, ça c'était important. C'était mon premier Ironman. Je m'en foutais un peu de faire un sub 10 ou sub 12 ou je sais pas quoi. Je voulais juste faire une bonne nage et m'amuser, euh, me donner sur le vélo, mais pas me tuer non plus pour avoir encore assez d'énergie pour la course, bien manger, bien s'hydrater sur le vélo euh, et en tirer.
du plaisir et des leçons pour le futur. Et ouais. Et ça s'est bien passé. Enfin, la natation, c'était un peu. C'était au début. Il y a bien sûr tout le monde se donne des coups de poing. J'ai perdu. Enfin, mes lunettes se sont enlevées quand quelqu'un m'a donné un coup de pied dans la gueule. J'ai dû remettre mes lunettes. C'était le début, j'ai jamais oublié ça. Mais c'était une charcuterie. Après, jusqu'à la moitié de la natation, ça s'est très très bien passé. J'étais là, mais oh oui, je pourrais continuer ça jusqu'à l'infini. Qu'est-ce que c'est bon d'être ici, j'adore. Et puis à la fin, c'était ah merde, on devrait être arrivé là, non? Il reste combien de temps? Je pense que c'est un classique pour tout le monde. Mais bon, j'ai bien tenu. Je ne me suis pas arrêté, sauf à ce moment-là où j'ai perdu mes lunettes. Mais sinon, je ne me suis pas arrêté. J'ai tenu jusqu'à la fin. Je pense que j'ai fait la natation en 1h24, que pour moi, c'était un truc incroyable. Je pensais que que j'aurais dû avoir besoin de 1h35 ou 1h45, je ne sais pas. Euh, Après, sur le vélo, le premier tour, il y avait deux tours, deux laps. Le premier tour, c'est très très bien passé. Je suis allé très très vite. Sur le deuxième tour, je me suis dit, bon, calme-toi un peu parce que tu as encore la course après. Euh, Mange bien, bois bien. Et c'est ce que j'avais fait. Euh, j'ai toujours bu des trucs, j'ai bien mangé. Puis après, à la fin, pour la course, j'avais encore une bonne énergie. Je pense que le vélo, j'avais fini en 5h44 avec 1500 de dénivelé plus. Ça fait déjà plus de 30 km/h, ce qui est pas mal, hein. Mhm. Une bonne moyenne. Ouais, et j'ai bien kiffé le vélo aussi, tout le parcours de Cascais. Si quelqu'un a des doutes de faire un Ironman, je peux vraiment recommander Cascais parce que il y a aussi une petite partie où tu passes par le circuit de Formule 1 de Estoril, tu longes la côte, puis après dans le parc naturel de Estoril ou de Cascais. C'est vraiment un très joli parcours. Donc j'ai bien kiffé. Puis pour la course, ça s'est bien passé aussi. J'étais assez étonné. Au début, je pense que ça, c'est aussi très typique. Les 5 premiers kilomètres, les jambes me faisaient mal. J'étais là, mais oh merde, il fait chaud. J'ai mis trop de crème solaire, ça coule. Aïe, 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 comment est-ce que je vais tenir 40 kilomètres? Il y avait ces pensées. J'ai vu ces pensées venir dans ma tête et je me suis dit, bon, lâche, c'est pas grave, continue. Mais juste un pied après l'autre, garde ta concentration sur le corps, sur les pieds, sur la respiration et juste continue. Baisse la tête et continue. Et tout d'un coup, je suis arrivé au kilomètre 21 et je suis là, ah, ça y est, c'est la moitié. J'ai passé la moitié. Il reste plus que la deuxième moitié. Maintenant, le temps, les kilomètres vont diminuer. Donc je suis là, waouh, ok, vas-y, tu peux le faire, tu peux le faire. Mes jambes, ça va, ils faisaient un peu mal, mais pas trop. Je gardais une cadence assez constante. Et puis, j'ai regardé la montre et j'étais 31 km. J'étais à 31 km. Oh, il reste plus que 10 km. Bon, allez, je peux le faire, je peux le faire. J'ai pris un dernier gel et j'ai augmenté le volume. J'ai augmenté la vitesse. Et les 10 derniers kilomètres, j'ai vraiment couru assez vite. Je suis arrivé à la ligne d'arrivée presque en sprint. Et en passant la ligne d'arrivée, j'étais la tête qui tournait, je respirais super rapidement. J'ai juste fait quelques tours en marchant après la ligne de méta. J'étais loin. Je sais pas où j'étais, mais j'étais pas sur ce planète, en tout cas. Et au final, juste comme ça, pour finir avec les stats, ça te fait quoi? Tu te souviens du temps que tu as fait? Oui, ça m'a fait 11h05, je pense. Waouh! C'est beau pour un Ouais. premier, surtout pour un premier avec 3 mois d'entraînement, quoi. Ouais. Euh, Ouais, j'étais assez content. Ouais. J'étais assez content. et, euh, et après ça, après ce premier Ironman, qu'est-ce que ça déclenche chez toi? Encore plus l'envie d'y aller?
encore plus l'envie d'aller chercher autre chose? L'Ironman, ça reste quand même le Graal pour tout triathlète qui se respecte. Une fois que tu as fait un Ironman, qu'est-ce que tu fais? Tu en fais un deuxième, un troisième, un dixième? Tu fais des multiples d'Ironman? Vers quoi tu t'es orienté à ce moment-là? Alors, je pense que beaucoup de gens, après leur premier Ironman, c'est soit plus jamais ou soit oh, j'ai trop envie de refaire ça. Ou peut-être ça prend quelques semaines de savoir ça, mais pour moi, c'était assez instant. J'étais, ah, ça, un Ironman, je vais faire ça au moins une fois par an. Et puis, je parlais avec des gens après, ils me disent, oh, plus jamais je vais faire ça. Non, mais pour moi, ça a déclenché l'envie de waouh, ok, j'ai kiffé. J'ai envie de refaire ça, au moins une fois par an, et peut-être même faire d'autres challenges après. Enfin, les autres challenges, ça c'est venu plus après que je me suis mis dans la tête. Ok. Tu disais que quand tu as pris cette année sabbatique, donc avant ton Ironman, ton objectif c'était aussi de retrouver du temps pour toi, de faire du coaching, enfin, de prendre des cours pour devenir coach en méditation. Donc la méditation, tu connaissais déjà, tu pratiquais déjà. Quel était ton niveau de pratique avant de découvrir le triathlon? Je dirais assez, enfin, pour moi, je dirais assez élevé, entre guillemets, parce que ça, quand j'ai commencé à faire l'entraînement pour le triathlon, je méditais déjà pendant 7 ans. Et j'avais déjà fait 7, 7 ou 8 retraites de 10 jours de méditation en silence, de Vipassana, une aussi de 2 semaines que j'avais fait. Euh, et je méditais presque, enfin, tous les jours, 2 fois par jour au moins. Euh, Souvent 45 minutes, voire parfois même 1 heure par méditation. Euh, Donc je dirais oui que mon niveau de méditation était déjà assez élevé avant. Et j'ai remarqué que la méditation, notamment pour le sport d'endurance, que ça m'a beaucoup aidé. Alors attends, on va y venir justement. C'était là où je voulais t'amener, savoir ce que ça Hmm. t'avait apporté ou pas, si ça t'avait apporté quelque chose. Mais déjà pour taquiner un peu, tu te rends compte, 1 à 2 fois 45 minutes ou 1 heure par jour, il y a le temps que tu mets dans la méditation, que tu aurais pu mettre dans autre chose, comme le sport par exemple, heu, tu tires quoi justement heu, comme, heu, comme enseignement ou comme remarque quand je te dis ça? 2 heures par jour entre guillemets de perdu pour la méditation. Alors 2 heures par jour, c'est peut-être l'idéal. Je pense que la moyenne serait un peu moins. Ce serait peut-être 2 sessions de 40 minutes, 45 minutes. Donc je dirais en moyenne peut-être 1 heure et demie. Bon, ok, ça semble encore assez élevé. Euh, mais pour moi, c'était toujours quelque chose que je devais faire, que je me sentais très bien. C'est un peu, si je te demande à toi, pourquoi perdre 1 heure ou 1 heure et demie par jour en faisant du sport, euh, tu me dirais peut-être aussi, oui, parce que ça me fait sentir bien. Après, je sais pas, j'adore, je sais pas trop t'expliquer, c'est juste un truc que je peux pas faire. Ouais. Non, mais voilà, l'idée, c'était de taquiner un peu, mais aussi, de comprendre pourquoi, tu médites, quel est ce besoin. Alors après, on Hmm. on atteint peut-être des sujets, qui sont justement pas forcément explicables. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que qu'est-ce que tu ressortais à ce moment-là, de la méditation? Est-ce que ça t'aidait à calmer toute l'énergie que tu avais en toi? Est-ce que ça t'aidait à te recentrer? Est-ce que ta première méditation, c'était au matin au réveil et ça te permettait justement de sortir doucement de ton sommeil et puis de rentrer dans la journée? Enfin, qu'est-ce que ça t'apporte, cette méditation, 1, 2 fois par jour sur des durées aussi longues? Parce que méditer, 10 minutes, why not? Mais méditer 45 minutes, 1 heure, c'est déjà un autre level. Hmm. Donc ça m'apporte beaucoup de choses. Euh, Premièrement, je suis quelqu'un qui est souvent assez analytique ou mental ou dans la tête. Et pour moi, la méditation, ça m'aidait beaucoup à sortir, entre guillemets, de la tête et rester plus euh,
dans ce qui se passe dans le moment présent, dans le corps, ce qui se passe devant toi, ici et maintenant, et pas trop être perdu dans les pensées. Du coup, ça me donnait vraiment plus une présence mais en méditant le matin, déjà je commençais, la journée avec, un peu plus, une présence, et ça m'aidait dans la journée avec la concentration au travail. Heu, Ça m'aidait aussi un peu plus à gérer mes émotions. J'avais un travail assez, stressant, heu et la méditation m'aide un peu à observer mes émotions, à voir la réaction à ces émotions que je suis à que je vais faire ou que j'ai envie de faire. Il y a une réaction, tu peux voir, il y a une émotion, tu peux observer cette émotion et puis tu peux voir si tu réagis ou, tu peux peut-être même choisir de ne pas réagir, à cette émotion. Hem, donc ça m'aide beaucoup avec le stress ou même si j'ai beaucoup de thèmes dans la vie, qui s'accumulent ou si j'ai mal dormi, ou s'il y a des grands changements dans la vie, ça ça m'aide un peu à m'adapter aux montagnes russes quotidiennes, disons. OK. Tout à l'heure, tu disais, et je t'avais arrêté sur le moment pour qu'on y vienne après, mais tu disais que la méditation aussi t'a beaucoup aidé dans le sport. Pourquoi? Comment? Quand on est dans le sport, on n'est pas dans la méditation, quand on est dans la méditation, on n'est pas dans le sport ou au contraire, j'ai rien compris? À toi de me remettre dans le droit chemin, Fritz. Alors, ça dépend, c'est ça la réponse. Il y a Ça, c'est beaucoup de normand, gens tu me sais. disent Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Oui, mais non, ça, c'est normand. C'est la région d'où je viens, en France. Donc, ça me parle, ça dépend. ça dépend de toi. Il y a beaucoup de gens qui me disent: «Ah mais oui, mais moi j'ai pas besoin de méditation, moi, le sport, c'est ma méditation». Et puis, je pense que OK, ben, si pour toi le sport c'est ta méditation, est-ce que pour moi, ma méditation c'est le sport? Heu, pas trop. Puis après je comprends que le sport ça a beaucoup d'effets, positif, mental, bien-être. On se sent bien après avoir fait un peu de sport, non? On se sent peut-être, plus calme, peut-être on a parfois plus d'énergie ou on travaille mieux. Avec la méditation aussi, il y a un peu, les mêmes bénéfices, hem, mais je dirais, pour moi, la méditation m'a beaucoup aidé, pour le sport. Parce qu'on peut faire le sport, on peut faire du sport méditatif, mais on peut aussi faire du sport pas très «méditatif» entre guillemets ou pas très conscient, Mmh. on va dire ça comme ça. Hem et pour moi, je pense que, heu, un des plus grands ou le plus grand, atout, ce que la méditation et la pleine conscience m'ont apporté pour le sport, c'est justement de faire du sport pleinement conscient. Hem, je te donne un exemple. Peut-être on peut, être, à la gym, en train de lever des poids et tout d'un coup, on ne sait même plus combien de répétitions on a fait. Voilà, mais mince, est-ce que j'ai fait 15 ou 12 ou, attends, est-ce que je devais faire ce mouvement maintenant ou ça? Et on s'est perdu et ou peut-être, on se dit: «Ah OK, bon aujourd'hui, je pense que j'ai déjà fait assez. Il faut pas que je fasse encore une série après, c'est bon. Je peux aller, au sauna là, je pense que c'est bon». Heu et tout ça, c'est des mini exemples, je pourrais continuer, hein. C'est des mini exemples où, notre mental, où nos pensées, elles s'introduisent et on est un peu dans le mode autopilote. On oublie un peu, ce qu'on a fait ou on le fait pas pleinement conscient, comme si on était un peu, dans un mode, d'autopilote. On fait quelque chose, mais dans la tête, on est ailleurs.
Sûrement, ça t'est déjà passé au travail ou au sport, je ne sais pas, peut-être tu comprends où je veux en venir. Non, je comprends bien, mais justement, j'aimerais que aussi les auditrices et les auditeurs comprennent. Je comprends aussi, enfin, je veux mettre ça en parallèle aussi, d'autres choses qui peut être assez proches de la méditation, et je vais te l'illustrer par un exemple. En 2023, j'ai traversé la France en courant. Je suis parti de Dunkerque, à la frontière, franco-belge, puis j'ai été jusqu'à Menton, à la frontière franco-italienne. Hem, je me souviens que j'ai passé des bons moments. Je me souviens que j'ai fait des photos souvent quand j'arrivais, devant des églises, des mosquées, des choses comme ça, mais c'est à peu près tout ce dont je me souviens, et l'ironie du sort, c'est que j'arrive pas à retrouver mes photos, et on parle souvent, notamment dans le sport, de cet état de flow, de cet état de conscience modifié. Soit tu es dans l'instant, mais en même temps, tu te vois, tu sais, tu te vois pratiquer. Tu as l'impression de sortir de ton corps et de te voir être en train de courir, te voir être en train de nager. Et à côté de ça, c'est pourtant là, je trouve que tu prends le plus de plaisir. Tu sais, c'est comme une transe. Et pourtant, est-ce que c'est un état de conscience? Est-ce qu'on est en pleine conscience? Est-ce qu'on est complètement sorti? Enfin, tu vois, j'essaie de comprendre Mhm. aussi où et comment s'arrête la méditation, et notamment dans la pratique du sport. Alors, déjà, il y a plusieurs réponses à cette question et c'est une très Ça très dépend. bonne réflexion. C'est une très bonne réflexion. Euh, alors pour moi, juste pour dire très très rapidement, il n'y a pas de frontière entre la méditation ou la pleine conscience et le sport. Pour moi, tout est une pratique où toute la vie, on peut la pratiquer en pleine conscience, où on peut être pleinement conscient dans chaque activité, chaque moment de la vie quotidienne. Donc pour moi, le sport, c'est une pratique de méditation aussi. C'est pas que le sport pour le corps, c'est aussi une pratique pour le mental, pour la tête, pour l'esprit. Donc ça, d'un côté. D'un autre côté, euh, on peut passer par différents modes de conscience quand on fait du sport et aussi dans la journée quotidienne. Mais notamment dans le sport, on peut passer par plusieurs modes de conscience. Être pleinement conscient, c'est une chose. Être en autopilote, c'est une autre chose. C'est ce qu'on vient de voir. C'est quand peut-être on est en train de courir et on est en train de penser quand est-ce qu'on va manger notre premier gel ou quand est-ce qu'on peut s'arrêter ou on est en train de penser des emails ou je ne sais pas quoi. On est ailleurs. Ça, c'est être ailleurs ou être dans la tête. Ça, c'est un mode de conscience. Après, on peut aussi être conscient du corps quand on court. On peut être conscient des mouvements des pieds, des jambes, comment les pieds ils touchent le sol, si c'est la jambe droite ou la jambe gauche. On peut aussi être avec la respiration, donc attentif à la respiration, à chaque inhalation, chaque exhalation. On peut observer si la respiration est lente, si elle est rapide, si elle est diaphragmique ou si elle vient plus du thorax. Euh, on peut observer comment on se sent, s'il y a des douleurs, si on se sent bien, on se sent en forme. Euh, et puis, il y a encore plein d'autres modes de conscience. Et puis après, il y a le flow. Et avant d'aller au flow, il y a encore un mode de conscience que j'aimerais bien aborder. C'est ce mode de métaconscience. Donc, je dirais, il y a peut-être quatre grands, quatre grandes catégories. Bien sûr, il y a plusieurs subcatégories et il y a des milliers ou des centaines de stades de conscience. Je pense qu'on devrait faire tout un épisode pour en parler. Ouais, toute une année Mais d'épisode peut-être. ouais, exactement, ouais. Mais pour l'instant, j'aimerais bien le regrouper en quatre catégories. Donc, premièrement, on a le mode
d'autopilote. Puis après, je dirais, on a le mode de pleine conscience, où on est pleinement conscient de ce qui se passe dans le corps ou à l'extérieur du corps. On voit les belles églises dehors ou la plage, ou on est en train de voir tout ça. Mais on est là, dans le moment, dans le présent, à l'extérieur ou à l'intérieur du corps, avec la respiration ou les sensations. Donc ça, c'est le deuxième mode, d'être pleinement conscient. Puis après, il y a un troisième mode que, euh, pour moi, je l'appelle le mode de métaconscience. Donc c'est comme une, une autre conscience qui est conscient d'être conscient. Donc on sait, ah ok, pour l'instant, mon attention, elle est avec mes jambes, ou elle est avec ma respiration. D'accord, mon attention, elle est là. Ou tout d'un coup, ah, mon attention, elle est dans mes pensées. Je suis en train de penser de mes emails, ou quand abandonner, ou j'ai une petite douleur à la cheville. Je suis en train de penser à revoir mon physio parce que je pense que c'est encore la même blessure d'il y a 3 ans, et peut-être je dois faire quelque chose. Bon, on sait qu'on est en train de penser de ça. Ça, c'est le mode de métaconscience. Et puis après, Et il y a... Inception. Pardon? C'est Inception, c'est être conscient Oui, conscient. exactement, exactement. The Inception ou The Matrix. Euh, et puis, il y a le flow. Euh, et le flow, c'est encore un autre truc. Je pense que le flow, on y parle beaucoup. On le met sur un grand podium. Oh, le flow. J'ai envie d'être dans le flow tout le temps. Oh, c'est trop bien le flow. Mais le flow, c'est difficile pour moi en tout cas, dans mon expérience personnelle et avec les gens que j'ai travaillé, le flow, c'est difficile d'y accéder. On n'y accède pas trop souvent et c'est pas trop à la demande. On peut pas juste appuyer un bouton sur notre téléphone ou dans la tête et tout d'un coup, on est dans le flow. C'est un peu plus difficile. Le flow, on rentre dans le flow et là, il y a il y a plus de pensée, il y a plus de temps. Et il n'y a plus de Fritz, il n'y a plus d'Hermano, il y a plus personne. Il y a juste ce moment-là, peut-être juste les pieds de la personne qui court devant toi, ou peut-être il y a juste le paysage qui passe comme en flou à côté de toi, et le temps s'arrête. Pour moi, ça c'est le flow. Et peut-être on peut rester pas mal de temps dans le flow, peut-être c'est juste quelques minutes qui semblent plus à des heures. C'est très différent, c'est très subjectif, le flow. Euh, mais c'est aussi, moi, je pense que la méditation ou la pleine conscience peut t'aider à rentrer plus souvent dans ce stade de flow. Euh, mais oui, je ne sais pas si j'ai plus ou moins répondu à ta question, ou Ouais, si ouais, tu as encore d'autres non, questions. non, tu y as bien répondu. Et tu vois, ce que j'ai essayé de mettre en avant aussi quand je te parlais de cette conscience non consciente de ce que j'ai vécu sur mon défi. Je me souviens que j'ai vécu tout ça, que j'ai traversé tout ça, mais en même temps, il y a tous ces moments de blackout. Je sais que je courais, mais je ne savais pas où j'étais. Comme tu dis, le paysage défile comme ça, des moments où tu es un peu livré. Ouais, t'es dans l'environnement, tu sais ce que tu es en train de faire, tu sais que tu es là pour ça, tu kiffes, mais en même temps, ça marque pas l'esprit, tu vois. Et tout à l'heure, quand tu racontais notamment l'expérience que tu as vécue quand tu as fait le marathon de ton premier Ironman, tu dis c'était dur les premiers kilomètres, puis au 21, tu t'es rendu compte que tu avais passé la moitié, puis après, tu as re-regardé ta montre, tu étais au 31 et tu disais, ben, il reste que 10 bornes. Et en fait, qu'est-ce qui se passe pendant ces 10 kilomètres du 21 au 31, du 31 au 42? Est-ce que tu es conscient de chaque kilomètre qui passe? Est-ce qu'au contraire, tu es justement tellement dans l'instant présent que tu fais abstraction de tout le reste? Est-ce que c'était pour toi, avec le recul, ce fameux flow dans lequel tu étais rentré sans vouloir y rentrer? Enfin, est-ce qu'on peut passer ça en revue, tu vois? Alors, pour le marathon du premier Ironman, j'ai essayé de pas trop regarder la montre, pas trop regarder les kilomètres ou la cadence, euh, parce que je voulais rester plus avec moi-même. Alors, je voulais plus rester dans cet état de pleine conscience.
notamment plus rester dans le corps. Ouais. Donc, pour moi, c'était quelque chose que je voulais faire, ou même pas que je voulais faire, que je faisais assez naturellement. Et ça, c'est parce que, pour rebobiner un petit peu, pour aller en arrière, il faut savoir que la méditation vipassana, qu'est-ce que c'est? On n'en a même pas parlé. Euh, mais il y a plusieurs types de méditation vipassana. La méditation vipassana que j'ai pratiquée pendant 7 ans de Goenka, où j'ai fait plusieurs retraites de 10 jours, là, tu passes 7 jours des 10 jours juste à scanner le corps. Et les premiers 3 jours, tu passes 10 heures par jour à juste être conscient de la respiration au nez. Et juste pendant 1 heure, tu es assis et tu es juste toute ton attention est sur le nez et tu essayes d'être conscient de chaque respiration qui rentre et qui sort de ton nez. Et puis après, les 7 jours après, tu fais que du scan corporel. Et parfois, il faut être assis pendant 1 heure sans bouger. Tu peux pas, bon, normalement, tu devrais pas bouger et juste tu fais des scans corporels. Donc, je pense que grâce à toute cette pratique de méditation, et d'ailleurs, j'ai pas envie de faire peur aux gens, il faut pas faire des retraites de 10 jours ou méditer 10 jours, 10 heures par semaine, par jour pour acquérir à ces stades ou ces niveaux. Euh, mais j'avais déjà acquéri une certaine conscience du corps assez instinctif. Donc, pour ce premier Ironman, pour ce premier marathon d'Ironman, j'y pensais même pas, j'essayais même pas d'être dans le corps, c'est venu assez naturellement. Donc, naturellement, j'étais dans chaque foulée où j'étais avec la respiration. Et j'étais conscient quand mes pensées allaient autre part. Et j'arrivais un peu à revenir un peu dans le corps. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à juste être dans un stade plus fluide. Je veux pas dire flow, parce que pour moi, j'étais pas dans un flow, j'étais dans un stade fluide, mais pas le flow exactement. Euh, Mais dans ce stade fluide, le temps passe plus vite, euh, tu, tu kiffes plus parce que t'es là, t'es pas en train de avoir des drames dans ta tête. Euh, donc je pense que ça facilite un peu les choses si tu peux être plus dans le présent, plus avec toi-même et dans le corps. Euh, donc ça, c'est une chose pour ça, pour mon premier marathon d'Ironman. Pour mon premier marathon, euh, mon premier vrai marathon, là, je suis rentré dans les stades de flow, où vraiment le temps s'arrêtait, où je voyais juste les pieds du mec devant moi et tout ce qui était à côté de moi devenait genre flou. C'était comme, je sais pas si j'étais dans une dimension. C'était assez bizarre et ça durait juste quelques minutes, mais Mais oui, c'était bizarre. Mais après, j'ai pas envie de romantiser les stades de flow parce que pour moi, c'est pas le but. C'est pas le but. Non, mais effectivement, enfin, c'est comme justement dans la méditation, il y a l'étape ultime qui va être, alors pour certaines méditations, qui va être la transe, mais c'est pas, t'appuies pas sur un bouton pour passer dans cet état de transe. Il y a peut-être des choses qui peuvent t'y aider, des substances notamment, mais on a peut-être du mal à y arriver seul, entre guillemets. Alors, pour moi, l'objectif de la méditation, c'est de s'apprendre à connaître mieux et de mieux vivre avec soi-même, euh, de juste devenir une meilleure personne, d'agir mieux avec les autres personnes, avec soi-même, d'être moins dur sur soi-même, de plus kiffer, de plus sourire, d'être plus présent et concentré dans ce qu'on fait. Euh, pour moi, ça c'est la méditation. C'est pas
d'arriver dans des transes ou de flotter jusqu'à la lune ou d'arriver au enlightenment ou de devenir un Bouddha. Pour moi, c'est juste d'être plus conscient dans chaque moment du quotidien. Euh, et, et oui, et beaucoup de gens ils me disent, ah non, mais la méditation, oui, j'ai essayé, mais j'arrive pas à ne pas penser ou j'arrive pas à me relaxer. Et je suis là, mais hey, les gars, la méditation, c'est pas le but, c'est pas de ne pas penser ou de se relaxer. Peut-être ça arrive, mais c'est pas le but. C'est comme avec le sport, non? Euh, Bien sûr, on veut devenir un peu plus fit, entre guillemets, mais c'est pas grave s'il y a des sessions où on n'arrive pas trop, ou peut-être il y a des moments, des périodes où on stagne, où peut-être on n'a pas de motivation, où les choses ne marchent pas trop. Du coup, c'est vraiment, pour moi, je prends le kiff du procès avec la méditation comme avec le sport, non? Pas du but. Ok, du process, tu voulais dire. Euh, Exactement. ok. Tu disais que tu as ressenti cet état de flow, peut-être parce que tu ne voyais que les pieds de la personne ou des personnes qui étaient devant toi quand tu courais ton marathon, que le reste, c'était plutôt flou. Ça me fait penser un petit peu aussi à l'hypnose. Est-ce que, quel lien tu fais avec l'hypnose? Quel regard tu as sur l'hypnose? Et est-ce que tu l'utilises toi aussi? Non, alors je ne vois. Moi, l'hypnose, c'est pas quelque chose que j'ai essayé. Je m'y connais pas trop, euh, donc je peux pas te donner une réponse exacte avec le lien de la méditation et de l'hypnose. Peut-être tu penses parce que parfois, avec l'hypnose, on peut rentrer dans des stades un peu hors du commun. Je ne sais pas si c'est ça ton idée, mais moi, l'hypnose, non, je n'utilise pas trop. Je pense que pour moi, quelque chose d'important, c'est de ne pas essayer de forcer ces stades ou de ne pas essayer de faire quelque chose. Par exemple, quand je cours, de ne pas trop essayer de méditer en courant ou pas essayer d'arriver à un stade de flow. C'est plus de laisser les choses se passer un peu naturellement. Et peut-être on y arrive, peut-être pas. C'est pas grave. Euh, Donc oui, ça c'est d'un côté. Après, un autre côté, mais là aussi, j'ai pas beaucoup d'expérience. Je travaille un petit peu dans ça, c'est la visualisation. Mhm. Mais je pense que ça aussi, c'est autre chose que le flow et les stades de conscience. Ok. Euh, Ton Ironman dont on a beaucoup parlé à Cascais, c'était en octobre 2023, 24, pardon. 24, oui. Donc ça fait un an et demi. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé sportivement parlant? Euh, Pas mal de choses, pas mal de choses. Donc j'avais mentionné la traversée des Pyrénées en vélo avec mon club de triathlon. Euh, L'année passée, il y avait j'étais légèrement blessé Noël passé et donc je me suis pas entraîné beaucoup. Puis j'ai fait une petite retraite de 2 semaines au Népal, aussi de méditation. Je suis revenu fin février 2025 et je me suis rendu compte que j'étais déjà inscrit depuis l'année passée au marathon de Barcelone. Euh, Du coup, je là, ah mince, j'ai le marathon dans 4 semaines. Et je suis là, mais je me sens pas en forme. Puis j'ai quand même réussi dans 4 semaines et demie, je pense que c'était de m'entraîner vraiment de ouf. J'étais plus blessé, mon corps était bien. Je pense que niveau mental, j'étais très frais. Et je pense que le jour J, euh, toutes les étoiles ou l'univers, tout s'est aligné et j'ai fait un sub 3. Euh, Wow.
Et ah oui, là, j'étais à la lune. Bon, après, mon corps, il était dans l'enfer. Euh, Pendant peut-être une semaine, j'étais vraiment mon corps, j'arrivais plus à monter les escaliers ou à descendre les escaliers. J'étais vraiment à côté de la plaque. Mais bon, euh, toutes les choses se passent, rien reste le même jusqu'à l'infini. Donc tout change. Après quelques semaines, j'étais bien et j'étais déjà prêt pour faire un autre marathon, mais cette fois un marnathon. Donc un marathon en natation. Enfin, pour moi, un marathon en natation, c'était 8 kilomètres en nage. C'était à Formentera, à côté d'Ibiza. Euh, une course en eau libre. Euh, il y avait le mode 2 kilomètres, il y avait le mode 4 kilomètres. Mais je me suis dit, non, 4 kilomètres, je peux faire. Pourquoi pas prendre le mode 8 kilomètres? Et je me suis lancé. Euh, Là, j'ai pas fait un sub 3. Ma moyenne n'était pas aussi bonne que sur le marathon sur Terre. Je pense que j'ai fait un peu plus de 3 heures, je pense même. Euh, et ça, c'était vraiment très, très dur. Pour moi, je pense que c'était même presque plus difficile, ou à ce moment-là, je pensais que c'était plus difficile que le marathon de course à pied, pour moi en tout cas. Mais bon, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment, ça, c'était vraiment une expérience super belle et j'ai envie de faire des sorties en natation plus longues ces prochaines années. J'ai déjà des autres plans, mais je ne sais pas si c'est des folies ou rationnelles. Bon, ça, c'est autre chose. Écoute, il faut que tu peut-être prends contact avec Sarah Mahalej, que j'avais reçue sur le podcast. Ah oui, j'ai écouté cet épisode, oui, c'était très intéressant. Oui, elle a réussi à faire 35 kilomètres, non? C'était Ouais, ça, un truc comme 36. ça? Elle partait pour faire un 36. marathon, justement, donc 42. Finalement, elle n'a fait que 36. Bon, que 36. Hein. On parle de l'eau, hein. Mais elle a des défis comme ça assez ouf en natation. Et puis rappelle-moi si j'oublie qu'avec Fergus, on a un petit projet, peut-être cet été ou peut-être un peu plus tard. Euh, mais bon, on en reparlera. On en reparlera. C'est de la natation. D'accord, ouais, je t'en reparlerai. Euh, Parce que ça, j'ai vraiment envie de faire encore plein de fois. Après, j'ai fait une autre chose que je ne referai pas bientôt. C'était une course à vélo, de vélo cette fois, de 24 heures. C'était le Tour de Formula 1 en Catalogne. OK. Et c'est une course de 24 heures. Euh, et là aussi, tu peux la faire en plusieurs équipes. Il y a des équipes de 8, il y a des équipes de 6, de 4 ou de 2. Et moi et mon pote de mon club de triathlon, qu'on est tous les deux un peu fous parfois comme ça, on s'est dit, mais pourquoi on le fait pas à deux les 24 heures? On devrait être assez fit, non? Pourquoi pas? Et moi, j'étais là 24 heures en vélo. Waouh, ça me semble assez cool. Allez, why not? Pourquoi pas? Et on s'est inscrit pour faire les 24 heures. Et ça aussi, waouh, ça c'était, je pense, encore plus difficile que, je dirais même, l'Ironman. C'était vraiment, pour moi, ça c'est, je pense, la preuve la plus difficile que j'ai fait dans la vie. Euh, Juste tourner en rond en vélo pendant 24 heures. Euh, c'est, ouais. Euh, mais j'ai kiffé aussi. Enfin, il y a beaucoup de moments où j'étais vraiment, mais qu'est-ce que je fais là? Je devrais être au lit avec ma copine, je devrais pas être ici. Qu'est-ce que je fais ici? Mais qu'est-ce que je fous? Mais bon, après, le temps change et puis tu as le lever de soleil. Et à un moment, tu es là, waouh, j'adore trop le vélo, c'est trop bien. C'était vraiment une montagne russe. Vraiment une montagne russe. Et niveau triathlon, tu t'es réaligné sur d'autres courses depuis l'Ironman de Cascais? Oui, alors j'ai fait un half et j'ai aussi fait un autre, pas un Ironman, mais un triathlon XXL, Mhm. fin d'année passée en fin octobre en Catalogne. Ça s'appelle le Iron 4.
Ok. Et c'est un petit triathlon, mais très sympa. Enfin, je dis petit, petit en taille. Je pense qu'on était 200 à faire le full. Euh, et il y avait six tours en vélo de 30 km. Et puis aussi, tu longeais le port pour la course à pied après. Euh, Là aussi, les conditions étaient un peu, pour moi, un peu plus difficiles qu'à Cascais. La météo était pas bonne, il y avait beaucoup de vent. C'était plat, mais il y avait beaucoup de vent. Il y avait des grandes vagues. Sur la natation, j'ai bien commencé, mais puis, et puis je suivais juste une personne. Ça, c'est un défaut. Si vous faites un full avec 200 personnes, c'est un défaut que après les gens sur la natation, ils séparent un peu. Ouais. Donc, peut-être, moi, je suivais un type et tout d'un coup, il y a une femme qui est venue sur le kayak, qui nous tapait presque sur la tête, qui nous disait: Hé les gars, la bouée, elle est là-bas, elle est là-bas. Et moi, je montais la tête et je regardais: Oh non, mince, la bouée, je fais partie dans l'autre sens. Et je suis là: Non, 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 non. Et puis, je me suis dit: Bon, arrête, c'est pas grave, t'as encore le temps, tu peux récupérer. Et je me suis juste concentré sur mon corps, sur ma brasse. Et j'ai pu finir en 1h30, 1h28, je pense, la natation. Mais après, sur le vélo, j'ai un peu récupéré. Mais là aussi, il y avait beaucoup de vent. Il y avait de la pluie. Puis mes hanches, vers la moitié, ont vraiment commencé à faire mal jusqu'à la fin. Vraiment, les conditions étaient pas faciles. Euh, et puis pour la course à pied, ça allait un peu mieux. J'avais une assez bonne allure. Je restais assez consistant. Il y avait beaucoup de douleurs encore sur les hanches, euh, dans les quadriceps. Beaucoup de douleurs, mais ça va, tenable. Et j'ai fini, je pense, en 10h28. Waouh, écoute, avec une belle progression, une demi-heure en 1 heure, c'est pas mal. Enfin, une Ouais, demi-heure en 1 an, c'est pas mal. c'était pas mal. En tenant compte des conditions, j'étais assez content. Ouais. Et puis peut-être cette année, je suis déjà inscrit pour le Ironman Wales, Pays de Galles. Donc à voir si je peux tenter le sub 10. Mais bon, là, les conditions, à ce qui paraît, sont encore plus difficiles. Donc Ah, ça n'a rien ouais, à voir, c'est le Pays de Galles, hein. ouais. Donc, en Espagne, surtout du côté de Barcelone, tu as parfois de la pluie. À Cardiff, tu as Ah, parfois du soleil. ouais, exactement, ouais. Parfois, ouais. Et t'as souvent aussi de la pluie, du vent. Aussi à Barcelone, la mer Méditerranée, elle est très confortable. Ouais. Il n'y a pas trop de vagues, la température elle est bonne. Tu peux te bronzer sur la plage après ou lire un livre. Chill quoi. Mais là, Pays de Galles, sur l'Atlantique. Ça va être autre chose. Ouais. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour, Fritz. J'ai encore deux petites questions. La première, euh, toi qui est finalement un triathlète assez récent, euh, quel serait ton conseil pour devenir triathlète? Alors, oui, parce que je suis encore, je pense, en train de devenir un triathlète. Je ne sais pas quand on est devenu officiellement triathlète. Euh, mais pour moi, je dirais de prendre le plaisir et sourire. Qu'est-ce que veut dire prendre le plaisir? On dit souvent, oui, prendre du plaisir dans tes courses, dans ton sport, mais peut-être on ne sait pas toujours ce que ça veut dire et encore moins on le fait en pratique. Comment prendre le plaisir en pratique? C'est de sourire plus quand tu fais le sport ou d'être plus présent dans toi-même, dans ton corps, être moins dans la tête ou être moins ailleurs, être moins dans les drames des pensées euh, quand on fait le sport. Euh, et aussi de se dire quelle chance qu'on a. Euh, Dans mon premier Ironman, je pense qu'il y avait un moment où j'ai vu le coucher de soleil et j'étais en extasie. Je pensais, waouh, quelle chance que j'ai d'être ici,
d'avoir un corps qui fonctionne, qui me permet de faire ces folies. Quelle chance que j'ai de pouvoir respirer, de pouvoir penser, d'être là. C'est magnifique, non? C'est magnifique et je souriais beaucoup et je pense que ça m'a aidé à venir jusqu'à la fin, de sourire, de pas être trop dur sur soi-même. Souvent, on a tendance d'être un peu perfectionniste, de penser ah mais mince, mais je devrais être mieux ou pourquoi je progresse pas, ou pourquoi j'arrive pas à faire ça ou ça ou ça. Mais non, mais savoir que ça c'est juste notre ego qui veut faire, faire, faire. Et pour moi, je dirais sourire plus, vouloir faire moins, écouter plus son corps, être plus dans la respiration, être plus dans les mouvements. Euh, et je pense que là, le reste va suivre automatiquement. Waouh, écoute, je prends bonne note. Et puis, dernière question, j'aime bien rester en contact avec mes invités ou que les auditrices et les auditeurs prennent contact avec les invités s'ils ont des questions complémentaires. Du coup, où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on t'encourage? Où est-ce qu'on te pose des questions sur le business que tu lances justement pour coacher des gens à la méditation, à la pleine conscience et autres? Oui, merci pour la question. Du coup, alors on peut me suivre sur Strava ou sur Instagram. Sur Instagram, c'est Fritz Fit ou Fritz Jax, J comme Joseph, double AX. Vous pouvez me chercher sur Instagram ou Strava. Et puis aussi, si vous voulez plus connaître sur ma partie coaching, je fais du coaching de méditation et pleine conscience pour les athlètes et aussi pour les gens normaux, entre guillemets. Vous pouvez consulter mon site web fritzfit, FRITZ.com pour plus d'informations sur les cours que je donne, les programmes. Il y a beaucoup de coaching de personnel ou plus des classes en groupe si elles se forment. Et si vous êtes sur Barcelone, on a aussi une petite communauté où on se voit chaque semaine pour méditer ensemble. Donc, si jamais vous êtes sur Barcelone, il y a ça aussi. Ça marche. Et aussi, je fais des consultations en ligne aussi. Donc, on peut se parler de n'importe quel point du monde. Ça va. Écoute, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode, comme ça, si on veut faire appel à tes services, on aura toutes les infos. Écoute, Fritz, merci beaucoup pour ce moment de réflexion, d'introspection et puis de pause un petit peu dans ces journées de folie. Je te souhaite une bonne continuation, bonne atteinte de tes prochains objectifs. Et puis de toute façon, en parlant de plouf plouf et de nage, je sens qu'on va rester en contact et qu'on va avancer ensemble. Oui, je sens ça aussi. Merci beaucoup, Hermano. Et je te préviendrai comment vont toutes les choses, les projets, les prochaines compétitions. Et on reste en contact. Merci beaucoup, Fritz. À plus. Allez, merci à toi. Yeah. Yeah.